Avec Nadia. Oui, entre autres. Notre guide. Et c'est la première fois qu'on a autant de monde sur une visite de la ville. On va être, je pense, une quinzaine. Je suis ravie de voir le groupe au complet, ou bien presque au complet. On est nombreux. J'espère que votre promenade sera intéressante pour vous. Comme nous avons avec nous 3 dames qui ne parlent pas français, je vais parler de temps en temps russe pour les dames. Et aujourd'hui, nous allons faire avec vous la promenade dans les quartiers historiques. On va commencer par la place de l'Indépendance. On descend maintenant vers la place de l'Indépendance. Après, on monte vers le centre historique. La cathédrale de Saint-Michel. Après la visite de la descente Saint-André. Après on va à la direction de la cathédrale Sainte-Sophie et on termine notre visite par la Porte d'Or. Et après on rentre vers l'hôtel. Maintenant quelques mots en russe pour les dames. Доброе утро. Я периодически буду переходить на русский язык. Мы с вами прогуляемся по историческому центру города. Сейчас спускаемся на Майдан Незалежности. Поднимаемся к Михайловскому собору. Может кто-то Киев знает хорошо, да? Потом Андреевский спуск к Софийскому собору идем, но смотрим его только снаружи, и Золотые ворота. Потом возвращаемся к гостинице. Si par hasard vous avez les questions qui ne concernent pas l'histoire, mais la vie de tous les jours, l'économie, la politique de l'Ukraine, n'hésitez pas. Normalement, on les voit toujours individuels ou quoi que ce soit, mais là on est en groupe et ça change, ça donne une belle. C'est la place, c'est la rue principale de la ville qui se compose de 3 places. Ici, nous sommes à la place de l'Indépendance qui est connue même dans le monde entier par les événements de la dernière révolution. Vous êtes au courant, je crois, oui, peut-être si ce sujet vous intéresse, vous pouvez me poser des questions, mais quand même, peut-être je ne vais pas m'arrêter au sujet de la guerre, n'est-ce pas? C'est pas si drôle que ça, mais de toute manière, cette place est devenue connue dans le monde grâce aux événements politiques des années 2013-2014. Tu connais l'archange Michel? En histoire, bien sûr. Ouais. Bien sûr, dans le monde médiéval, c'est une représentation importante. À moins que je me trompe, c'est aussi celui qui, dans l'histoire religieuse, est le gardien du bannissement de Lucifer, en fait. Si je me trompe pas, là, parce que bon, des anges, il y en a beaucoup. Et puis voilà, c'est un justicier, le gardien des gens du paradis, afin que le mal ne lui pénètre pas. Oui. Donc, si je lui trompe pas, elle est vraiment belle la statue. D'ailleurs, Oui, tu as raison, ça vient de l'époque médiévale. quand on a l'occasion de faire beaucoup de tours autour, il y a beaucoup de sites religieux qui sont très intéressants. D'ailleurs, j'ai vu une crypte avec un martyr, avec Marina hier. On s'est un petit peu égaré, puis on a vu une crypte avec des martyrs de l'époque, je veux dire, première partie de la période du siècle des Lumières. Ouais. Puis j'ai échappé son nom parce que le nom a été dit en russe par Marina, qui est très bonne pour lire les petits tous les écriteaux qui nous permettent de découvrir la chose. Et puis c'est bien, c'est une très belle ville à visiter. Ouais. Ouais. On a un bon groupe, hein. Quand il y a beaucoup de monde à la sortie de groupe, c'est un signe que le groupe est sain. C'est ce que dit Nadia. On déjeune ensemble tous les jours. Ouais. Donc, tout le monde est là. Vous êtes prêts? Yann, t'es prêt? Oh oui, je suis prêt. Ok. Bon ben.
If I ask you, don't hold back on me. Only better if you set it free. Non, non, ne sera pas complet si je ne vous montre pas cette petite image, cette petite photo. C'est la photo de la maquette qui représente la ville telle qu'elle a été à l'époque médiévale entre le Xe et le XIIIe siècle, avant l'incursion des Tataro-Mongols. La maquette est faite par les historiens, par les archéologues, donc c'est pas par hasard. Tout était étudié pendant les fouilles archéologiques nombreuses. Et vous pouvez vous imaginer une ville médiévale. Bien sûr c'est difficile, mais quand même. Ici se trouvait une des parties de la ville médiévale. La cathédrale Saint-Michel à dôme doré. La première cathédrale a été construite ici au début du XIIe siècle, spécialement pour les reliques de Sainte Barbara. 12e, oui, 1108. Et bien sûr, l'aspect architectural n'était pas comme ça, mais la cathédrale est devenue le lieu du pèlerinage grâce à ces reliques de Sainte Barbara, parce qu'elle savait guérir. Au XVIIe siècle, la cathédrale a changé d'aspect, c'est le style du baroque ukrainien. Le baroque, c'est le style qui était connu en Europe depuis le XVIIe siècle. Oui, mais comme il y avait les détails locaux, les décorations locales, chez nous, on l'appelle le baroque ukrainien. Le style dynamité. Et cette petite église de 100 ans le proportion s'est conservée. Vous voyez une petite coupole à quoi. Le reste, c'est effondré. Ah, c'est pour ça qu'il y a des Mais comme nos ancêtres construisaient sur les fondations très solides, les fondations se sont conservées après l'explosion. Et en 1996, on a reconstruit la cathédrale à l'identique sur les fondations anciennes. Vous pourrez les voir dans la cathédrale. J'ai mentionné le centre gouvernemental et vous voyez un bâtiment qui fait partie de ce centre, à gauche, le ministère des Affaires étrangères. Le bâtiment massif avec des colonnes, avec un drapeau. Mais après la guerre a commencé, on n'a pas eu le temps de construire grand-chose et après la guerre, on a laissé tomber cette idée. Donc, sauf le ministère, le bâtiment du ministère, ici, il n'y avait plus rien. Une petite église et la place presque vide. Seulement à la fin des années 90, on a reconstruit cette cathédrale. Et à l'identique, grâce aux photos qui se sont conservées depuis la fin du 19e et du début du 20e siècle. Sauf la couleur. La couleur avant était... Alors, Ronan, ça va? Ah bah oui, très bien. Très très bien. T'es heureux? Oh oui, Irina aussi, elle dit. La séminarie qui forme les futurs prêtres. Alors Nadia fait la traduction en russe pour les dames russes qui font partie du groupe. On a 3 couples sur cette visite guidée, assez exceptionnelle. Donc Nadia fait la traduction en russe pour les membres du groupe. Et oui Stéphane, tu te trouves de l'autre côté des vidéos. Tu es dans la réalité du CTI. On regarde les vidéos et un jour on est dans les vidéos. Du miroir. Fabuleux, n'est-ce pas? C'est le but, hein, si on fait que regarder. À un moment, il faut traverser l'écran. Hein. À un moment donné, il faut sauter dans le bain. Hein. Ouais. Encore une chose, ce qu'il y a d'intérêt que je cherche un tout petit peu, mais le bouquin est petit. J'ai pris ce bouquin pour illustrer un tout petit peu mon discours. Je vais continuer. Et à gauche de l'ancien soldat, c'est l'apôtre André, qui est venu selon les légendes sur les terres slaves. Il avait déposé une croix sur une des collines et il avait prédit l'apparition d'une grande ville.
Et comme on voit, sa prédiction s'est réalisée. Oui. Et à droite, deux personnes, deux moines d'origine grecque, qui s'appelaient Cyril et Méthode. Ils ont élaboré l'alphabet cyrillique que nous utilisons, oui. Mais bien sûr avec certaines modifications, mais quand même ce sont eux. Et Méthode, c'est lui qui est penché avec la cape ou c'est le grand à côté? Ici, j'hésite, c'est pourquoi, comme je ne le sais pas, je ne vais pas vous mentir. J'aurais tendance à dire que c'est celui qui est penché vu qu'il y a un livre, mais bon, je présume. Mais c'est intéressant de savoir qu'il est voilà, mais c'est le portrait éventuel là, de Kiev qui a posé la question. Antoine, c'est vous. Ça, c'est Anne de Kiev. Anne de Kiev, mais oui, parce que fantaisie détente. Le lycée français s'appelle Anne de Kiev. Et je vais parler avec plus de détails sur Anne de Kiev, près de la cathédrale. Mais c'est stylisé. C'est pour ne pas abîmer l'ensemble architectural. Le bâtiment qui est à côté, l'hôtel de 5 étoiles, intercontinental. Et la maison rose blanc, c'est le bâtiment en fait polyfonctionnel. Une partie est abritée par le département de la police et de l'autre côté c'est la station des pompiers. Vous allez voir aussi de l'autre côté. Maintenant je vous propose de rentrer sur le territoire et on va visiter aussi la cathédrale. Allons-y. Ici, on a fait le tour, mais quand tu lis pas la langue et sans interprète nécessaire, on ne peut pas voir la profondeur des bâtiments, de l'histoire qui est ici. Et la petite section sur l'apôtre Saint-André, de savoir que lui, lorsqu'il a quitté la Judée et après, pour faire la christianisation, de savoir qu'il est venu ici puis qu'il a préparé le terrain en disant une prophétie puis dire qu'ici il y aurait une très grande ville, de tout savoir ces petits détails-là, c'est vraiment intéressant. Ouais. Ça permet d'avoir une perspective plus complète sur la chrétienté et le principe de l'orthodoxie et le catholicisme. C'est vraiment intéressant. À les images ici, là, c'est wow! Oui, on rentre dans le... Ah, c'est lui, Saint-Méthode, en Saint-Antonin, ouais. Tranquillement, j'essaie de prendre les différentes lettres de l'alphabet qui ne se prononcent pas de la même manière, même si c'est le même symbole que nous avons. La cathédrale, c'est ici, et tout droit, l'église de Saint-Jean le Précurseur qui se conservait après l'explosion. Maintenant, je vous invite à entrer. Je dis tout de suite que comme la cathédrale est ouverte au culte, je n'ose pas parler à haute voix. C'est pourquoi si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à titre personnel. Je serai près de vous. Mais faites attention qu'à l'intérieur, il y a les fondations anciennes. La maçonnerie. Tandis qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes et dignes d'attention qui doivent être mentionnées. Et par exemple, une petite parenthèse, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années sur les bateaux de croisière. Et j'ai travaillé aussi avec le monde francophone, avec les Français, les Belges, les Suisses. Les Canadiens étaient plus rares quand même, mais c'est plutôt les Européens qui venaient pour ces croisières. Et la plupart de ces gens-là découvraient l'Ukraine pour la première fois pour eux. Il y avait les gens qui étaient déjà en Ukraine, mais la plupart des gens ne savaient pas grand-chose sur l'Ukraine. Et après, ils disaient qu'ils sont vraiment heureux d'avoir découvert notre pays. Donc, on a besoin d'une bonne publicité, non seulement de la publicité de la guerre, de la corruption. Il y a beaucoup de... Donc, Hugo, il va falloir que tu parles en bien de l'Ukraine. Ça ne sera pas difficile. J'espère que vous pouvez diffuser aussi les informations message. Positives. Stéphane, compris? Ah oui. Les cathédrales, déjà ce que je disais. Du côté catholique, Ronan, on a beaucoup de bancs. Parler en bien de l'Ukraine. Ah bah oui, ça fait depuis 5 ans que je parle bien de l'Ukraine. Écouter quelqu'un qui va nous parler. Ici, j'ai l'impression que je rentre puis je m'en vais pour mon propre cheminement au lieu de le faire avec le cheminement de tous les autres. Est-ce qu'on trouve des cathédrales avec, comme on voit dans notre
de notre côté de l'Occident, avec beaucoup de bancs et de ce genre de trucs-là, ou c'est toujours le même type avec de l'iconographie? Oui. C'est toujours comme ça? Oui, oui. Oui, c'est orthodoxe. Oui, non, c'est ça. Ben... On a déjà abordé ce sujet un tout petit peu à l'intérieur, mais je peux répéter. Répéter parce que ça intéresse les gens. Donc la conception des cathédrales catholiques et orthodoxes se diffère. Bien sûr, il y a aussi la différence dans le traitement des textes religieux, mais si on parle des différences extérieures, bien sûr, à la cathédrale orthodoxe, il y a l'iconostase. Oui. Comme j'ai déjà dit, dans la cathédrale, elle était appelée la Bible pour les illettrés, parce qu'il y avait les icônes qui représentaient les événements de l'Évangile, de la Bible. Il n'y a pas de siège, donc il faut être assez résistant, oui, pour être debout pendant la messe, qui dure 1 heure. Tous les jours, il y a 2 fois par jour la messe, le matin et le soir, et la veille des grandes fêtes, les Pâques, la Trinité, le Noël, la messe dure pendant toute la nuit. Donc les gens restent debout. Et vraiment, ils doivent rester debout pendant toute la messe, mais ils vont et viennent. Est-ce que vous avez les origines slaves? Peut-être de mon père, mais j'en ai aucune. Je devrais faire plus de recherche. Parce qu'on m'a dit que j'avais peut-être des origines de ma arrière-grand-mère slave, mais je sais pas encore. Je dois faire des recherches, mais on dirait que avant que j'aille à l'agence, je me suis intéressé à j'étais amoureux de la culture slave justement en Ukraine. J'étais plusieurs fois en Ukraine de moi-même. Avant, cet endroit j'ai déjà visité une fois quand j'étais en 2013 avant les conflits de Maïdan. C'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Honnêtement, c'est toujours d'actualité. Je veux toujours apprendre plus davantage. Je vais traduire pour la jeune fille. Дело в том, что я не знаю, как зовут молодого человека. Ронан. Ронан. Voilà, je suis renseignée de votre nom. Bon, Ронан говорит, что je voudrais répondre avec plus de détails à votre question. Vous avez raison, c'était un vrai génocide des prêtres, parce que les soviétiques croyaient que la religion doit être remplacée par une autre religion, par la religion la doctrine communiste. Excusez-moi de vous couper, Staline il avait compris que la religion avait un pied ferme dans le pouvoir de l'État, dans le pouvoir des gens. Et c'est une forme de remplacement, comme vous dites, pour reprendre le pouvoir total, global, de tous les gens, de toutes leurs croyances. Les gens, Staline, j'admire pas particulièrement Staline, mais c'est un avènement du pouvoir qu'il a fait. Mais bon. Et à noter que Staline, c'était l'ex-séminariste, oui, qui n'a... Oui, il était. Oui, il a été exclu. Dans un monastère. Oui, il a été exclu du séminaire. Il a été aussi au début. Oui. À cause de ses propos virulents contre la société avant le. Je pense que après la mort de Lénine est mort en 1924. Voilà. Lénine est mort et Staline, il a lutté pour le pouvoir. Parce que c'est pas tout de suite qu'il a pris le pouvoir. Il y avait des intrigues et même la femme de Lénine était contre sa candidature. Mais Staline, au cours des intrigues, il a pris totalement le pouvoir en 1927. Si je ne me trompe pas. Oui. Oui, et Trotsky, il y avait le conflit entre Trotsky et Staline. Trotsky est parti pour l'étranger où il avait assassiné en 1940. Mais
Staline a commencé par la collectivisation, oui, et par le génocide des paysans riches, qu'on appelait les kulaks. Ah oui. La collectivisation... Ils enlevaient, je sais qu'ils enlevaient les pères des fermiers, Oui. Justement pour appauvrir le... Et vu la richesse de nos sols, Oui. il est impossible de croire que ici, le génocide a pu éclater. Et la famine. Et cette famine n'a pas été due au phénomène de la nature. C'était plutôt au réquisitionnement du blé. Est-ce que c'est vrai que le drapeau ukrainien, c'est le jaune c'est le blé et le bleu c'est le ciel? Oui, c'est une des explications. On dit que le bleu signifie le ciel paisible et le jaune c'est le blé, Ah, d'accord. le symbole de l'Ukraine, les richesses naturelles. Le sol stérile, le sol riche. Qui descendent vers le Dniepr. Et le funiculaire était construit spécialement pour faciliter l'accès vers la basse ville. En 1905, le funiculaire a été construit et à l'époque il était plus long de 38 mètres. Maintenant la conception est la même, mais après on a escamoté 38 mètres. Les lignes, les rails du tram n'existent plus, on les a déjà supprimés. Maintenant ici il y a l'autoroute. Il y a une église, l'église de la Nativité de Jésus-Christ qui existe à nos jours aussi. Elle a été aussi reconstruite. Mais en général, le relief est presque le même. C'est la basse ville ici, en bas. Et maintenant, nous sommes sur le territoire de la haute ville. Est-ce que vous avez déjà vu cette maquette? Pendant les promenades, peut-être? Stéphane, tu l'avais déjà vu? Non, je ne l'avais pas vu en Si fait. vous avez Je n'avais le pas temps, pris le vous funiculaire. pouvez descendre après le funiculaire. Une seule station et vous êtes à la basse ville. Et quand vous serez descendu, vous allez déboucher à la gare fluviale. Oui. Très intéressant, très pratique. S'il fait beau, vous avez encore le temps de faire Oui, c'est une belle promenade. sortie en bateau, quelque chose que vous pouvez faire. On l'a fait nous hier, c'était vraiment bien. On voit plein de cathédrales, des pics et il y a une statue. Il ressemble à un Romain ou je sais pas comment dire. Il est immense. Ah oui, Rodinamat, oui, c'est C'est une femme. Oui, mais c'est dans une autre direction. Mais de toute manière, c'est intéressant. Vous étiez non loin du monastère des Catacombes, donc. Et cette grande statue en acier. C'est le musée de la guerre. C'est le musée de la guerre, Oui. qui est aussi très spectaculaire. Parce qu'on la voit là, avec, ben. on voit un brasero aussi sur le côté, puis lorsqu'on est sur le bateau, elle dépasse juste de la cime des arbres, c'est magnifique là, c'est waouh. J'en ai pris quelques photos, mais Vous avez pris le bateau mouche? non, c'est pas le bateau. C'est un bateau où on peut embarquer, ils servent des pizzas et bon, des trucs comme ça, mais c'est très léger. Mais de toute manière, et puis c'est vraiment bien. Cette statue s'appelle la Mère Patrie. Elle est installée sur le piédestal qui sert en même temps du dernier étage du musée de la Grande Guerre mondiale. Vous avez le temps d'hésiter par le visiter. J'aimerais bien. Le funiculaire qui part. C'est spécial parce que la guerre c'est toujours... On t'engage pour faire les visites guidées de la ville. Oh, bah, je sais pas, pour plein de choses. On se reprendra sûrement. Tu connais tout à Kiev.
Elle te va à ravir ta casquette. Oui. C'est comme ça que subtilement on devient ukrainien. Ouais. C'est ça, j'avais été invité par pour aller là-bas. Он спросил, знаю ли историю Донецка, я ему рассказал, что раньше это была Лизовка, да, шахта Лиза, да, вокруг которой сначала маленькая деревня, да, возникла, а потом она разрослась до огромного города. Ну, вот, немножко сложно понять некоторые нюансы, да, то, что особенно сейчас вообще непонятно, Украина, Россия. Ici se trouvait la première forteresse fondée par le prince semi-légendaire Kiye. Il y avait trois frères qui s'appelaient Kiye, Chiak Kharif et leur sœur Levit. Ils ont fondé une petite forteresse sur la colline et on a nommé la ville en l'honneur du frère aîné, Kiev. Les habitants de la ville s'appellent les Kieviens. Et les historiens ont adopté une date éventuelle de la fondation de la ville, 482. Oui. Il y en a un de ces trois-là qui est devenu, qui était un fils illégitime, c'est lui qui est devenu le prince. Est-ce que c'est cette histoire-là? Je sais pas, on va dire. Parce que je sais qu'il y avait le prince Kiev, mais on ne sait rien sur ses descendants directs. Okay. Ah oui, semi-légendaire, vraiment. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnages qui ont existé réellement, tandis que le personnage qui reste toujours un peu légendaire. De toute manière, beaucoup d'endroits dans la ville portent le nom de ces trois frères. Il y a les collines qui portent leur nom, il y a de petites ruelles anciennes à la basse ville. Et cette première forteresse se trouvait sur cette colline qui se trouve derrière la clôture en pierre. La clôture la rue qui descend vers la basse ville, Saint-André, elle reliait la haute ville à la basse ville et c'est une des plus anciennes rues de la ville. Au Xe siècle, ici se trouvait un grand marché. Il y avait beaucoup de mentions des étrangers, des voyageurs étrangers qui ont laissé les paroles vraiment flatteuses sur Kiev. Par exemple, le voyageur du XIe siècle, Titmar de Merseburg, il est très connu comme historien, il a écrit qu'à Kiev il y avait 8 grands marchés, 400 églises. Le nombre des églises, je ne sais pas s'ils Présentation de la galanterie. Ce sont les personnages de la comédie populaire. On a tourné même le film aux années 60. Le sens de cette comédie, celui qui chasse des lièvres à la fois n'attrape aucun. Ce jeune homme, il faisait cours à deux jeunes filles. La première était belle mais pauvre, et la deuxième n'était pas si belle mais elle était très riche. C'est elle, cette mademoiselle. Et, ce qui est très intéressant, c'est le langage parlé très comique. Et beaucoup de situations très comiques et très humoristiques. Et c'est pourquoi nous aimons cette comédie, même malgré déjà l'âge qui s'est passé après le film. Et finalement, il s'est marié avec la pauvre vous savez, finalement, cet homme, il n'a pas attrapé aucun lièvre. Il est resté sans femme, il a été déshonoré, chassé, mais aussi d'une manière très comique, parce que c'est une comédie. Et vous voyez que derrière lui, le ciseau, il était en barbier. C'est une allusion à son métier, il était en barbier. Vous voyez un scarabée qui brille et une bague qui brille. Et on dit que celui qui touche à un scarabée deviendra aisé, riche. Et si la femme qui n'est pas mariée frotte ou bien touche une bague, elle se mariera. C'est pourquoi c'est très demandé. Comme la oui, oui, je vais traduire pour les femmes aussi. Et on dit que ça porte bonheur de se faire prendre en photo à côté de ces deux sculptures.
Повторяю для дам на русском языке. Говорят, что тот, кто дотронется до жучка, будет богатым, а незамужняя девушка, если потрет кольцо, выйдет замуж. Ну, это, конечно, каждый город славится какими-то известиями. Я думаю, что дамы знают персонажей. Тоня Прокопівна и Шверик Петрович Голохвастый. За двумя зайцами комедия. Les enfants s'intéressent aussi. Et si on descend, on verra mieux l'église ou la collégiale de Donc il ne faut pas courir 2 lièvres à la fois. Et là, tu vois, avant, là, quand j'étais jeune, j'avais des cheveux comme lui. Ah ouais. Un seul lièvre à la fois. Oui, c'est ça la clé. C'est doublement symbolique. Doublement symbolique. D'abord la galanterie, d'une part et d'autre part le fait qu'à un moment il faut faire un choix. Ouais. Mais toi, je crois que tu l'as fait ton choix. Ah, c'est clair. C'est très clair. Il n'y a pas vraiment de doute possible. Non. Et ça va être une vidéo géniale. Il y a tellement de choses. Hein. Ouais, j'ai bien fait de venir. Ça va faire une vidéo géniale. Ça. Oui, oui. Et il faut toucher les scarabées et la bague. Hein? T'as-tu touché les scarabées? Ah, même frotté. Ah ouais, ben oui. Avec la langue. Tu veux devenir riche En fait, quand t'es amoureux, tu l'es riche. Je sais que c'est cliché comme phrase, là, mais je le crois vraiment. Ouais. Oui, l'amour, c'est la richesse. C'est vrai. Il y a beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Non, mais moi aussi, on a beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Il fait beau, on est en groupe. Le cœur est joyeux. Ben oui, puis on a une belle visite, tranquille, le soleil, c'est merveilleux. Ça, c'est le côté sécurité qu'on voit pas normalement. On voit pas ça. On entend des reportages, on entend des conseils, mais cette partie-là, on la voit pas on normalement. La voit pas, hein? Non. C'est le. Mais il y a le avant Hugo et il y a le après Hugo. C'est le plus-value. C'est ça la différence entre faire le voyage de groupe puis faire le voyage en explorateur. En explorateur, on n'a pas. Je sais que c'est un peu non officiel et c'est la bonne franquette, le fait de faire le tour en groupe comme ça. Mais quelle valeur ajoutée qu'on retrouve dans le. Absolument, absolument. Dans le principe, moi je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Puis la côte Saint-André, ça a l'air très intéressant à visiter. D'ailleurs, on me l'avait conseillé. Non, mais non, moi non. J'aimerais tellement habiter ici. Il y a des appartements, j'imagine, mais ça doit être cher, j'imagine. Il faut prendre le temps d'être ici pour le voir, parce que sinon, t'as pas de perspective, tu vois pas comment la situation se passe, mais sans que ce soit un voyage d'affaires, il y a des affaires à faire ici. Il y a beaucoup de similarités avec... le peuple est très différent, mais on a beaucoup de valeurs semblables. Ça, c'est une belle source. Ouais, sauf que bon, les salaires ici sont quand même... non, tu fais pas ça pour ça. Tu fais pas ça pour les salaires, quoi. Tu fais pas ça pour être un travailleur, tu fais ça pour être un investisseur, je crois. Je crois. Idiot? Oui, on est prêt à continuer. Étudier le relief de Kiev par correspondance, c'est l'autre architecte de talent, Michurin, qui a réalisé son projet ici. Comme il y a les eaux souterraines dans cet endroit, on a construit d'abord le bâtiment. C'est quoi les eaux souterraines? Les eaux souterraines, il y a de l'eau qui ronge les terres. Le relief est très compliqué. Et même pendant la construction du métro, les bâtisseurs se heurtent toujours des difficultés. Sur des bassins. Oui, des bassins, oui. La même chose avec cette cathédrale. C'est pourquoi on a construit le bâtiment et sur ce bâtiment, on a construit déjà une église. L'église n'a jamais été destinée au peuple. C'était l'église conçue spécialement pour la famille royale d'Élisabeth, la fille de Pierre le Grand. Et comme elle avait son mari qui était d'origine ukrainienne, Alexei Razumovsky, elle a eu le projet de visiter assez souvent
l'Ukraine. C'est pourquoi on a érigé pour elle, pour la famille de la tsarine, cette église. Et Saint-André, c'était qui? Saint-André, c'était l'apôtre qui, après la mort de Jésus-Christ, aurait visité Kiev et il aurait déposé une croix sur une des collines. Il avait prédit l'apparition d'une grande ville. C'est pourquoi beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux à Kiev portent le nom de Saint-André, y compris cette descente. L'église aussi. Ah, d'accord. Et l'église date du milieu du XVIIIe siècle. Le style, c'est le mélange du style baroque russe et baroque italien. Ici, il n'y a pas de baroque italien. Je vous propose une chose. L'accès sur la Hold on, wait for the morning till the sun comes over the hills. Make your call loud and clear. I will listen patiently. How are you to know? How are you to know? It's all the things you do and all the things I don't. Close your eyes, hear the birds singing. Take your time, I'll be here. How was I to know? C'est quoi? C'est ton portefeuille? Oh my god. Hey, tiens-moi tout ça. Hey, tiens-moi tout ça. Allez, t'as fait Vente un cornet, il veut, il prend sa carte de crédit one shot. Tiens-moi ça, merde. Qu'est-ce que t'as? Non, non, non. Perdu ma carte de crédit, oublie ça, man. Non, ça vaut pas la peine, je vous dirai franchement. Ok, la vente. Ok. Alors, Ouais, regarde-moi comme ils font, là. Lève ça comme faut, là. Bouge pas, là. Ok. avec 10 ans. Et voilà. Pour se tuer et perdre sa carte de crédit. On va t'aider à soigner ça. Я лучше плюнула эту карточку, я пошла ее аннулировать. Аннулировать, а потом снять как-то там. Mort au combat. Bon pour la France. Pour Québec. Un Québécois, on a perdu un Québécois. C'est toi le dernier Québécois Oui, c'est ça qui a survécu sur le qui dessus a de la survécu. colline. Oui. Mon Dieu, j'ai failli mourir. Vous pouvez faire le tour. Si vous Ça, c'est le chemin. I wanna tell you I think about you more than you'll ever get.
je vais te dire que descendre de vin. Je pense que c'est pour le voyage. Alors Yann, t'as retrouvé ta carte? Oui, je suis content de retrouver ma carte de crédit. T'as eu peur? Peur de la perdre, oui. Il a fallu que je saute la clôture et je fasse une cascade, là. C'était assez addict, on s'en est sorti. C'est le vin Grivna le mieux dépensé. Pas sûr. Ah, les Québécois, hein? Ben oui, on aime ça faire des cascades, des rodéos. Je vois ça. Ça va pas la dépenser plus que la charge que tu as. C'est ça, mais c'est parce que moi, je peux tout le temps en remettre dessus. Mais je l'aime, cette petite carte de crédit-là, je veux pas la perdre. Hey! Tu veux pas la perdre? Non! Il a mis 15 t'as mis un crédit de carte d'achat. Si tu te la fais voler, quelqu'un peut l'utiliser pour acheter des trucs? Ouais, ben d'après moi, il doit rester 500$ dessus, mais c'est pas grave. Ah, c'est des cartes de crédit prépayées? Prépayées, mais que tu peux toujours en remettre dessus. Ah. C'est pas une carte de crédit normale. Ok. Les cartes de crédit sont différentes, je te montrerai ça tantôt. Ok, ça je connaissais pas. Ouais, c'est comme un chèque voyage, mais c'est beaucoup plus sécuritaire. En fait, c'est pas du crédit, c'est que tu mets de l'argent dedans avant de partir. C'est comme un chèque de voyage. Parce que d'habitude, ta carte de crédit, t'as un montant dessus déjà prépayé. Ouais. Fait que là, mettons, t'as 10 000, tu vas chercher 10 000, tandis que celle-là, je mets le montant que je veux dessus. Ouais, ok. Mais je peux toujours le renouveler. Ah, ok. Il y a le PayPal, il y a toute comme une vraie carte de crédit normale. C'est quelle banque qui fait ça? Toutes les banques le font. C'est parce que personne ne connaît ça, ces cartes de crédit-là, ou pratiquement personne. En fait, tu peux en avoir chez Post Canada. Ah ouais? Non. Ben oui. C'est pas la même affaire. Non, c'est pas la même chose. Non, une carte de crédit de Post Canada, je l'avais laissé aller. C'est pas la même affaire. Le plan de base, c'est ce que je disais à Daniel ce matin au petit déjeuner. C'est ici qu'on est venu s'asseoir hier. Puis c'est la fondation d'une ancienne église. Puis on peut voir les cellules puis les pièces. L'église a été rasée par les soviétiques? Mesdames et messieurs, ici, on m'a déjà aidé. Vous êtes au courant, oui. Vous étiez déjà là, oui. On est passé hier, on est venu faire le tour hier. Oui, parce qu'il y a un couple qui est... Ah, on a perdu Stéphane. Ah, qui? Stéphane. Ah ouais? Ah ben oui, on a perdu Stéphane. On a perdu Stéphane. Qu'est-ce qu'on va perdre d'autre? Je vais répéter après pour vous. Bon. Et ça donne une idée sur les dimensions réelles de l'église de la Dîme. Et vous voyez que les pierres sont des couleurs différentes. Parce que pendant les fouilles archéologiques de 2010, on a découvert encore une partie de l'église qui date du XIIe siècle. Donc cette partie a été rajoutée un peu plus tard à l'église. Les couleurs différentes marquent les époques différentes. Mais je répète, vous avez posé la question, si ce n'était pas détruit à l'époque soviétique. Non, c'était fait par les Tataro-Mongols au XIIIe siècle. Après, ici se trouvait au XVIIe siècle une autre église et au XIXe encore une église. Donc 3 églises pendant les périodes différentes. Une question? Oui. J'ai eu la chance de faire le tour et on voit un petit peu plus loin, on a un arbre de type représentation païenne des dieux qu'il y avait au temps des Vikings qui étaient ici. Je me posais la question, est-ce que c'est officiellement quelque chose qu'ils ont mis là pour ça ou c'est quelque chose qui est là... Vous parlez de ces statues qui sont... On le voit là, je m'excuse, je suis pas... compris. Oui, on va parler. Oui, vous savez... pour répondre à votre question, vous avez vu une sorte de colonne, oui, comme les menhirs, oui. Mais c'est que la Russie de Kiev était païenne jusqu'à la fin du Xe siècle. Et c'était le panthéon des dieux, un très vaste panthéon, c'était polythéisme. Et donc chaque dieu représentait tel ou tel phénomène de la nature. Et bien sûr, nos ancêtres utilisaient aussi les menhirs, les colonnes pareilles. C'est comme... la colonne qui se trouve comment dirais-je, à la frontière, pour marquer la frontière, une borne. Voilà. Regardez, ici, les explications brèves sur l'histoire, 989-1240, la première église de la Dîme, 1635-1828, une autre église construite par le fameux métropolite
Piotr Mogila, il était très connu en Ukraine. Et la troisième église, on dit qu'elle n'était pas si belle et elle abîmait un peu l'ensemble, elle cachait l'église de Saint-André un tout petit peu. Et maintenant, beaucoup d'historiens posent la question si on peut reconstruire l'église de la dîme. Mais on dit qu'il ne faut pas le faire, on va laisser comme ça. Parce que l'ensemble architectural sera abîmé. Donc on a laissé pour le moment cette idée. L'imagination sert mieux l'histoire que reconstruire maladroitement avec nos techniques affreuses de construction. On a décidé de laisser comme ça. Et les bornes dont vous avez parlé, c'est là. C'est vrai. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est très commode, il est très commode de vivre au centre de la ville. C'est plutôt le prestige. C'est pourquoi les gens préfèrent habiter ailleurs, dans les quartiers dortoirs. On peut acheter un appartement au meilleur marché, mais quand même ça coûte assez cher. Pour vous donner une idée, si on achète un appartement dans un nouveau bâtiment, c'est-à-dire tout à fait construit, un mètre carré peut coûter à partir de 12 000 grivna en mètre carré jusqu'à 16 000 grivna en mètre carré. En dollars, ça fait combien? En dollars, il faut... en dollars, ça fait à peu près 30 grivna. Donc on peut faire des calculs. Tu prends 600 $ américains. Hier, tu prends 600 $ américains et ça te donne 15 526 grivna. Fait que là, j'ai pas fait le calcul. Là. Une fois qu'on écoutera la vidéo, on le saura. Mais, 400 € du mètre. Donc, ah oui? 400 €. Pour le mari, je crois que c'est 7 000. Ah oui. 7 000 €. Puis c'est le moment d'acheter là en ce moment. Promoteur immobilier Antoine, c'est le moment d'acheter. Tu veux pas acheter à Kiev, Stéphane? Non. Si ça fonctionne. Tu veux pas déménager? Non, pas à Kiev. Je vais louer. Non? Moi j'ai envie. Toi, Ronan? À Donetsk peut-être, pas à Kiev. À Donetsk? Mais il y a la guerre là-bas. Ah, on va y aller quand il n'y en aura plus. Hein. Ou en campagne, c'est mieux peut-être à campagne. У вас есть семья в Донецке? Да? Родственники. Родственники? Ого. Но Ронан, он не может поехать в Донецк? Там запрещено для иностранцев? Если пропуска делать, не знаю. Надо узнавать. Нужно пропуск, да? Да, потому что есть пост, блокпост. Да, блокпосты. Даже для нас нужно, чтобы пересекать. Ouais, tu peux pas y aller toi, il faut que tu aies un... Passeport? Non? Non, faut que tu aies une autorisation de l'armée pour y aller. Ok, non, c'est impossible. Там еще множество различных построек, дворец митрополита, колонн, то есть seulement on pensait que la cathédrale a été construite un peu plus tard, sous Yaroslav le Sage, en 1036. Mais les nouvelles recherches ont donné la possibilité de prétendre que c'était encore avant, sous Vladimir, son père, le père de Yaroslav, en 1017. Mais par contre, Yaroslav, il a terminé les constructions de la cathédrale. Et Yaroslav est très connu comme personnage dans notre histoire de la Russie de Kiev. Il est appelé le beau-père de toute l'Europe parce qu'il avait beaucoup d'enfants
Et il organisait les mariages entre ses filles et ses fils et avec les rois, rois et reines étrangers, européens, scandinaves. Une de ses filles s'est mariée avec le roi de la Suède, Harald le Hardy. Encore une fille, Anastasia, s'est mariée avec le roi de la Hongrie. Et Anne de Kiev, la plus connue peut-être, elle s'est mariée avec Henri Ier le Capet, roi de France, en 1051. Elle est partie pour la France, à Reims, et elle a pris avec elle l'évangile sur lequel les rois de France faisaient leur sermon. Mais finalement, elle n'est pas restée avec lui. Finalement, il est mort, Henri Ier, il est mort, et elle est devenue la Reine Blanche. Encore une chose très intéressante et inouïe pour l'époque. Elle se remariait, parce que les veuves blanches ne pouvaient pas se remarier à l'époque médiévale, mais c'était une grande histoire d'amour. Un des nobles, Raoul de Crépy, l'histoire, un noble français, et on prétend qu'il était aussi noble que le roi. Donc les origines étaient presque aussi nobles que les origines du roi français. Donc il est tombé amoureux d'Anne, encore du vivant de son mari. Mais, oui. Et après, il l'avait enlevé parce qu'il n'avait pas eu l'autorisation du pape de se marier. Il était marié aussi, mais il a donné le divorce à sa femme, il l'a soupçonné de l'adultère, mais on ne sait pas si c'était vrai. De toute manière, c'était une affaire scandaleuse pour l'époque, le pape était contre le mariage, mais Raoul de Crépy, il l'avait enlevé tout simplement, il l'a pris dans son château, où ils ont vécu ensemble pendant 12 ans. Après, il est mort. Mais après, les traces de Anne de Kiev se perdent et personne ne sait où elle est morte en France ou bien elle est repartie chez elle parce qu'elle avait envie de revenir en Russie de Kiev. On ne sait pas où se trouve sa tombe, mais elle a fait fonder l'abbaye de Saint-Vincent, qui n'existe plus malheureusement, il n'y a que les fondations, mais il y a une statue où c'est marqué Anne de Kiev, reine de France. Oui. Le point final de notre promenade est comme une cerise sur une tarte. C'est la porte d'or, sur un gâteau, c'est la porte d'or. Voilà quel aspect la porte d'or a maintenant. On est de l'autre côté de la porte d'or, c'est pourquoi je vous montre une photo pour avoir une idée plus complète. Voilà. C'est l'aspect que la porte d'or peut avoir selon les historiens, mais ça ne veut pas dire que c'était vraiment comme ça. Mais quand même, après avoir étudié le principe de la construction des bâtisses comme ça, alors de toute manière on a pris la décision de la reconstruire dans ce style. C'est que la porte d'or, c'était la porte principale dans la ville sous Yaroslav le Sage. Elle a été construite en 1036 et avant, ici se trouvait le champ hors les murs. Après la construction de la cathédrale Sainte-Sophie, les limites, les frontières de la ville se trouvaient ici. Donc Yaroslav le Sage est présenté ici parce que c'est sous son règne qu'on a fait ériger la porte d'or. Et elle était très bien fortifiée. Cette partie de la ville était vraiment très bien fortifiée, et même la rue moderne porte le nom ancien. La rue on parle de Yaroslav. C'est là, la rue qui passe là-bas. Et si vous empruntez cette rue, vous allez aboutir à l'ambassade de la France, de France. Une rue où il y a beaucoup de bâtiments du 19e siècle, très pittoresques, très ombragés, avec beaucoup d'hôtels, de petites boutiques, vraiment... ici, voilà. Donc, il y a beaucoup de cours de français. Ah bah le lycée aussi, Anne de Kiev, il est là. Oui, et la porte d'or a été détruite par les Tataro-Mongols, mais ils n'ont pas pu rentrer dans la ville par cette porte. Ils sont rentrés par une autre porte, mais après, quand toute la ville a été pillée et dévastée, bien sûr, la porte d'or a souffert aussi. Pendant des siècles, elle était dans les ruines. Et voilà les dessins, les croquis laissés par les peintres du 19e siècle. Voilà. Les Mongols ont ravagé la ville aussi? Oui, les Mongols ont ravagé la ville presque complètement. Au XIIIe siècle, la population de la ville dépassait 50 000 habitants.
Et après, 2000 sont restés seulement. Ils ont même essayé d'aller en France, les Mongols. Voilà, mais ici, ici c'était vraiment très cruel. Les Polonais? C'est les Polonais qui ont arrêté les Mongols. Mais la Porte d'Or est restée dans les ruines pendant des siècles. Voilà, je vous ai montré une image et maintenant l'autre, qui est encore plus intéressante, je crois. Parce qu'on les a déjà fortifiés. Ils ont commencé à se ruiner, à s'abîmer. C'est pourquoi on les a fortifiés avec les constructions en métal. Et voilà quel aspect cette construction a eu jusqu'à 1982. Rappelez-vous la date éventuelle de la fondation de la ville, 482. Oui. En 1982, on a célébré le 1500e anniversaire de la ville, de la fondation, et pour cela, on a restauré beaucoup d'objets historiques. La Porte d'Or, on a érigé la grande statue, la mère patrie, spécialement pour le jubilé de la ville. Et voilà, c'est comme ça, l'aspect moderne de la Porte d'Or. Yaroslav. Un tout petit musée composé de collections trouvailles. On a trouvé beaucoup de choses, beaucoup d'objets pendant les fouilles archéologiques, dans les années 70-80. Après, on a aménagé ici en musée. Au Séclémy, en fait, Marina savait que je m'intéressais énormément à l'époque médiévale. Et puis, Marina m'a conseillé d'écouter un film qui était seulement en russe, je crois. Et puis, ça parlait de l'histoire médiévale, de la transition de l'installation de la ville de Kiev autour de 680. Et puis, avec les explications que vous avez données aujourd'hui, ça donne toute une autre perspective. J'ai cherché des vidéos ou des films qui parlent justement de l'histoire de l'Ukraine et autres, et ils sont très parcimonieux, il n'y en a pratiquement pas, ou c'est parce que j'ai eu de la difficulté à les trouver, là, mais j'aurais été fort intéressé à avoir des liens ou des connaissances sur davantage sur l'histoire de la ville. Là, on va voir toute la visite guidée sur YouTube, ça va être... mettez vos liens, puis mettez vos commentaires sur les films qui peuvent parler de l'histoire, si c'est peut-être intéressant à visiter. Moi, Puis mettez des likes sur cette vidéo, s'il vous plaît. Сейчас еще несколько слов на русском языке для наших дам. Вот, Золотые ворота были построены в 1036 году Ярославом Мудрым, поэтому он здесь изображен. Ярослав Мудрый. И историки предполагают, что, скорее всего, настоящие Золотые ворота могли иметь такой вид. Crazy about you, dedicated